l'histoire navale et maritime est parsemée de tragédies célèbres. Le Titanic, bien sûr, l'Endurance ou encore l'Arconia. Cependant, il reste une histoire que le grand public ne connaît pas. Une histoire sombre, comme beaucoup d'autres à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de la plus grande catastrophe maritime qui eut jamais lieu, l'histoire du navire de croisière d'Hitler. L'histoire tragique d'un naufrage de janvier 1945 qui causa près de 10 000 morts. « 5 mai 1937. Sous le regard du chancelier allemand Adolf Hitler, au chantier Blumenvoss de Hambourg, en Allemagne du Nord, est lancé un grand paquebot de luxe de plus de 200 mètres de long. Devant initialement porter le nom du chancelier allemand, le paquebot porte finalement le nom de Wilhelm Gustloff, un militant nazi suisse, assassiné par un jeune étudiant juif un an auparavant, en 1936. Le Gustloff fait partie d'une série de navires de loisirs construits au profit de la classe ouvrière allemande dans le cadre de la politique sociale nazie, destinée à renforcer l'adhésion au parti. Intégrant une flotte de 9 paquebots de croisière de loisirs, le Gustloff fait partie du programme La Force par la Joie. Organisation syndicale contrôlée par le parti nazi et la Gestapo, cette entité propose avant la guerre de nombreuses distractions sportives et culturelles à la population, réservées jusqu'alors à une élite. C'est cette organisation qui commercialise également la première Volkswagen, ancêtre de la coccinelle. Le Gustloff doit théoriquement récompenser les ouvriers méritants et propager l'idée du bonheur d'un État national socialiste. Son voyage inaugural est composé d'Autrichiens spécialement sélectionnés à la veille du référendum sur l'adhésion de l'Autriche au Reich allemand, l'Anschluss, ainsi que des dizaines de journalistes. Deux semaines après l'annexion allemande, qui doit être validée par ce référendum fantoche, il s'agit pour Hitler de montrer aux Autrichiens les effets tangibles de l'appartenance à l'Allemagne nazie. Dans un voyage ultérieur, accostant dans la Tamise en avril 1938, afin de collecter le vote des résidents autrichiens en Grande-Bretagne, le Gustloff sert à nouveau de vecteur de propagande et les témoignages à bord sont repris par la presse de Goebbels. D'une longueur de 208 mètres, le navire est équipé de 616 cabines, toutes avec vue sur mer, possédant 2 ou 4 lits, de 7 bars, 2 restaurants et même une piscine. À la différence du Titanic et des autres navires de croisière traditionnels, il n'y a qu'une seule classe de passagers à bord du Gustloff et toutes les cabines sont équipées de la même façon. Plusieurs croisières suivent ce voyage inaugural, mais très vite, le paquebot est utilisé à des fins militaires. En effet, depuis 1936, la guerre civile fait rage en Espagne entre les républicains et leurs alliés d'un côté et les militaires du général Franco de l'autre. Adolf Hitler envoie dès le début de la guerre civile un corps expéditionnaire d'aviateurs soutenir le putschiste espagnol, c'est la Légion Condor. Au printemps 1939, la mission du corps expéditionnaire allemand est terminée et les soldats sont rapatriés par la mer, dont 1400 sur le Wilhelm Gustloff.
Les héros allemands sont célébrés par la nation à leur retour à Hambourg. Là aussi, les images de propagande montrent que le pays prend soin de ses soldats. Quelques croisières se déroulent tout de même pour les ouvriers et la classe moyenne, mais très vite, l'heure n'est plus à la détente. Bonjour à tous. Malheureusement, pas de sponsor pour cette émission, alors j'en profite pour rappeler que j'ai lancé une petite cagnotte en ligne afin de m'aider à financer l'achat et la remasterisation d'archives britanniques, allemandes, françaises et américaines pour plusieurs émissions, des grands formats sur le Richelieu, le Bismarck, le Tirpitz et beaucoup d'autres sujets. Des archives chères, raison pour laquelle vous ne les avez probablement jamais vues. Au moment où cette vidéo va sortir, nous en sommes à 60% de l'objectif collecté, avec seulement 250 contributeurs que je remercie chaleureusement. Nous sommes plus de 33 000 sur cette chaîne, et si seulement 15% d'entre vous contribuent à hauteur de 1 euro, nous aurons atteint l'objectif. N'hésitez pas à consulter le dossier explicatif et le détail en commentaire et en description de l'émission. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le navire est transformé en navire-hôpital, rapatriant notamment les blessés allemands des opérations de Norvège. Face à la suprématie navale des Alliés, le Gustloff est finalement aménagé en caserne flottante, stationnée en Prusse orientale dans la ville de Gotenhaven, actuellement Gdynia en Pologne, où il y reste jusqu'en janvier 1945. Janvier 1945. Bien loin des succès militaires des premières années, l'Allemagne nazie s'effondre sous le poids de l'armée soviétique à l'est, des bombardements et des troupes alliées à l'ouest. Les troupes soviétiques se rapprochent du cœur de l'Allemagne, mais également de Gotenhaven, où le Gustloff est toujours amarré depuis le début du conflit. Après des années d'atrocités allemandes sur le territoire soviétique, les soldats de l'armée rouge sont sans pitié lors de la reconquête, et les représailles envers les civils allemands sont terribles. Le 21 octobre 1944 notamment, les soldats soviétiques prirent le village de Nemmersdorf, le premier village de Prusse orientale, en territoire historique allemand. Là, ils se livrèrent à une orgie de violence inouïe, violents, torturant les civils comme les prisonniers. Les actes de vengeance et autres horreurs commises sur les civils allemands sont exploités par ce qui reste de la propagande de Goebbels, qui met à la une le massacre de Nemmersdorf, espérant ainsi galvaniser le peuple allemand. Le résultat fut tout autre. Effrayés, des millions de civils s'enfuirent sur les routes vers l'ouest. Cependant, en décembre-janvier 1945, la Prusse orientale est totalement encerclée, et l'unique salut des soldats et civils allemands passe par les ports de la mer Baltique, dont Gotenhaven, le port du Wilhelm Gustloff. Des centaines de milliers de réfugiés se dirigent en longues colonnes vers le port, espérant le salut, essentiellement des femmes et des enfants. Le 23 janvier, afin d'évacuer les civils, l'amiral Dönitz ordonne l'opération Hannibal. Pendant plusieurs mois, ce sont ainsi 790 navires environ qui évacuèrent près d'1,5 million de civils et de soldats vers l'ouest, dans ce qui fut la plus grande opération d'évacuation par la mer de toute l'histoire. 25 janvier, par moins 10 degrés, et une terrible tempête de neige, les premiers paquebots quittent le port de Pillau avec 8000 civils et soldats blessés à leur bord. À Gotenhaven, le Gustloff est paré à appareiller. Après 4 ans à servir comme baraquement flottant, les machines et les appareils de manœuvre durent être remis en fonction en urgence et le navire réaménagé pour accueillir 4 fois sa capacité normale
soit 6000 personnes au lieu de 1800. Ces préparations ont été faites alors qu'il y a 2 commandants à bord. Le commandant des élèves sous-mariniers, Wilhelm Zahn, commandant normalement le navire en tant que baraquement, et Friedrich Petersen, commandant le Gustloff en tant que navire. Le 26 janvier, les soviétiques sont à 50 km du quai, les chars se rapprochent à toute vitesse. Des hordes de réfugiés se précipitent vers le quai du Gustloff dans des scènes de chaos, valises et chariots abandonnés. Pour ces civils, le Gustloff était toujours la fierté du régime nazi, un navire magnifique qui les sauverait, comme une arche de Noé, le dernier espoir. Les autorités allemandes accordèrent seulement 4000 laissez-passer aux civils, faisant le tri en fonction des priorités. L'après-midi du 25, le personnel militaire et les civils blessés commencent à monter à bord, tandis que sur le quai, des bagarres éclatent. À bord, tous les espaces sont utilisés et des gilets de sauvetage distribués. Si le Gustloff est remarquablement bien équipé si l'on considère la période, seuls 12 des 22 radeaux de survie sont présents. Après 3 jours d'embarquement dans des conditions dantesques, le Gustloff, déjà rempli à craquer de 4000 réfugiés, se voit ordonner d'embarquer encore plus de civils, car les soviétiques approchent et les civils risquent de se retrouver piégés. Très vite, le système de comptage et de tickets est abandonné face à l'afflux continu de réfugiés et de blessés. Des centaines de femmes et d'enfants sont encore pris en charge, si bien qu'en fin de journée du 29 janvier, plus de 8000 réfugiés sont comptés. En additionnant les militaires et les dignitaires du parti nazi, ce sont plus de 10 500 personnes qui sont à bord du paquebot Wilhelm Gustloff en cette veille de départ. Au soir du 29, le navire appareille enfin à l'aide de 4 remorqueurs. Derrière le paquebot, des milliers de civils restent sur le quai, regardant s'éloigner ce magnifique navire. L'espoir demeure dans l'attente d'un prochain paquebot. Au milieu d'une tempête de neige, par une température de moins 14 degrés et une visibilité inférieure à 3 nautiques, Petersen, le commandant du navire, emprunte le chenal de navigation principal. Vitesse 12 nœuds, tout feu allumé, enfreignant ainsi les ordres de l'amirauté. Malgré la menace des sous-marins soviétiques, le paquebot n'est escorté que par un modeste escorteur dont l'hydrophone, c'est-à-dire un appareil acoustique censé détecter les sous-marins, ne fonctionne pas. Le commandant de l'escouade des sous-mariniers, Zahn, conscient du danger, milita pour que le paquebot suive une route proche de la côte, tout feu éteint. Mais Petersen avait à l'esprit que son navire n'avait pas navigué depuis 4 ans et avait peur qu'une avarie ne fasse échouer son navire en naviguant trop près des côtes. Dans les entrailles du paquebot, une large majorité de femmes et d'enfants, soulagés d'être enfin à l'abri des représailles soviétiques. Si le navire transportait très majoritairement des réfugiés, aucune croix rouge n'était peinte sur sa coque, comme le serait un navire hôpital. Le paquebot transportait également des soldats et était équipé de plusieurs canons anti-aériens, ce qui faisait légalement du navire une cible militaire légitime. Conscient de cela, l'équipage interdit aux passagers l'utilisation de lampes torches ou de radios qui pourraient trahir la position du navire et les obliger à porter un gilet de sauvetage. Mais sur le chemin du Gustloff rôde son bourreau, le sous-marin soviétique S-13. Très bon sous-marin, la classe S était un dérivé du type 7 allemand de la même période, dont l'origine provient de l'époque où l'Allemagne et l'URSS coopéraient sur les programmes d'armement au début des années 30. Son commandant se nomme Alexander Marinesco. Né à Odessa en 1913, Marinesco est le fils d'un pêcheur roumain ayant passé toute sa vie en mer, d'abord dans la marine marchande, puis dans la marine rouge. Sa nomination en tant que commandant du S-13 était le signe de sa compétence et de la confiance de l'amirauté. Néanmoins, en 1944, il passa à 2 doigts de la cour martiale pour avoir fraternisé avec une jeune femme suédoise. Promis au goulag, il ne dut son salut qu'au refus de son équipage de naviguer sans son commandant. Au soir du 30 janvier,
Cela fait 20 jours que le sous-marin est en patrouille, sans avoir une seule cible à se mettre sous la dent, ce qui provoque des tensions dans l'équipage. À 19h, le chef de quart annonce que des feux de navigation sont détectés devant Danzig, contact confirmé par l'hydrophone. Marinesko fut sur face et aperçut alors l'immense silhouette du Wilhelm Gustloff. Certain que l'imposant navire contenait des soldats échappant à l'armée rouge, Marinesko décida d'attaquer. Se rapprochant patiemment jusqu'à 500 mètres seulement de sa cible, Marinesko tire 4 torpilles à 21h09. La première torpille explose au niveau de l'étrave, suivie par 2 autres explosions sur l'avant et le milieu du navire, au niveau des machines. Le Gustloff commence immédiatement à prendre de la gîte sur bâbord. Petersen ordonne de stopper les machines, ignorant que le compartiment machine est déjà inondé, et fait envoyer un message de détresse. Malheureusement, le paquebot a déjà perdu toute alimentation électrique et le message est envoyé dans le vide. Dans les entrailles du navire plongé dans le noir, c'est le chaos et la panique. Les passagers enfilaient frénétiquement leurs manteaux et leurs gilets de sauvetage et se débattaient pour atteindre le pont des embarcations. Là-haut, l'équipage tentait désespérément d'actionner les treuils gelés qui permettraient de descendre les canaux de sauvetage. D'autres membres d'équipage descendirent pour tenter de fermer les portes étanches et empêcher ainsi l'eau de se répandre dans tout le navire. Il s'agit de la procédure standard en cas de brèche dans la coque. Malheureusement, le Gustloff est déjà condamné, et cette action piégea de nombreux membres d'équipage dans les fonds du navire. Les passagers dans les entrailles ne connurent pas un sort meilleur. Même s'ils parvenaient à trouver leur chemin dans les couloirs obscurs, ils ne connaissaient pas la configuration du navire et n'avaient donc aucune idée de la manière de sortir rapidement. Ceux qui ont eu la chance de rejoindre le pont des embarcations restèrent livrés à eux-mêmes, car sur le pont ne régnait que le chaos. De nombreux membres de l'équipage ne s'intéressaient qu'à leur propre survie, se battant avec les passagers pour avoir une place dans les canots de sauvetage. Les femmes tenant leurs nourrissons dans leurs bras suppliaient quiconque avait plus de chances de survivre de prendre l'enfant. De temps en temps, des coups de feu retentissaient dans l'air glacial, tandis que des officiers armés tiraient des coups de semonce afin de contrôler la panique. Les catastrophes de ce genre font ressortir le meilleur ou le pire chez les gens. Le naufrage du Wilhelm Gustloff ne fit pas exception. Parmi des cas de bravoure, on peut citer celui d'une femme âgée qui a sauvé une adolescente en la poussant dans une baignoire après lui avoir donné son épais manteau de fourrure. On citera également un marin particulièrement costaud qui fit monter une jeune fille blessée dans un canot de sauvetage en poussant des dizaines d'hommes désespérés hors de son chemin. Certains hommes, armés de pistolets ayant des familles, préféraient tuer rapidement leurs proches plutôt que de les voir mourir lentement dans les eaux glacées. À cette période de l'année, la température de la mer Baltique n'excédait pas 4 degrés. Un fonctionnaire nazi et sa femme se mirent d'accord pour se suicider, mais après avoir tué son épouse, le bureaucrate ne put se résoudre à se suicider à son tour. Un soldat dégoûté, qui se trouvait à proximité, le tua avec sa propre arme. Dans l'eau, les survivants des canots et des radeaux de sauvetage étaient loin d'être assurés de s'en sortir. Les radeaux n'avaient qu'un filet en guise de fond, ce qui laissait leurs occupants assis dans l'eau, et les quelques canots de sauvetage qui furent mis à l'eau attiraient des masses de personnes désespérées. De façon particulièrement honteuse, certains officiers du navire, dont le capitaine Petersen, furent parmi les premiers à monter dans les canots de sauvetage. Le commandant Zahn, après avoir ordonné d'abandonner le navire, resta sur le pont aussi longtemps que possible, puis sauta par-dessus bord et trouva un radeau. Le navire coula par l'avant, même s'il gîtait fortement sur bâbord. Certains passagers restèrent dans des recoins du navire, se pensant à l'abri, espérant être secourus avant que le navire ne coule. D'autres décidèrent de tenter leur chance en plongeant dans les eaux glaciales. Beaucoup n'eurent pas le choix, l'inclinaison du navire les firent glisser sur les ponts gelés et par-dessus bord. En quelques minutes, tout fut fini. Le navire roula sur le flanc jusqu'à ce que sa cheminée soit au niveau de l'eau.
70 minutes après avoir été torpillé, le Wilhelm Gustloff sombra dans les fonds de la Baltique par 45 mètres de profondeur. En surface, la mer était parsemée de canots et de radeaux de sauvetage, certains occupés par une ou deux personnes, d'autres dangereusement surchargés. Dans l'eau, des cris de détresse résonnèrent pendant plusieurs minutes, puis s'éteignirent peu à peu. Des survivants diront bien des années plus tard qu'ils ne pourraient jamais oublier ces cris. Le croiseur lourd Admiral Hipper et son escorte furent les premiers navires allemands à arriver sur les lieux. Déjà chargé de plus de 2000 réfugiés et craignant de devenir lui-même une cible, l'Admiral Hipper s'éloigna sans récupérer un seul survivant. Son escorte mena des opérations de sauvetage pendant 1 heure avant de partir également, de peur de devenir une cible pour les sous-marins. Néanmoins, ils réussirent à sauver encore 550 personnes. Il fallut attendre 5 heures avant que d'autres navires de sauvetage n'arrivent. Pendant des semaines, des centaines de corps gelés s'échouèrent sur le rivage. Le nombre exact de victimes cette nuit-là ne fut jamais déterminé. Les estimations vont de 6500 à 9300. Quel que soit le nombre total de personnes à bord lorsque le navire a quitté Gotenhafen, un peu plus de 900 ont survécu. Les efforts de sauvetage allemands après la guerre ont finalement permis de remonter la cloche de bronze du navire, mais la Baltique est restée la tombe marine du navire et des milliers de passagers. L'évacuation par mer de Dönitz se poursuivit jusqu'au 8 mai, emportant avec elle près de 2 millions de personnes. Le paquebot General Steuben fut coulé à son tour le 2 février, également par un S-13, et le Goya le 16 avril, entraînant dans chaque cas la perte de milliers de vies humaines. L'opération Hannibal fut la dernière opération de grande envergure du Troisième Reich avant sa capitulation le 8 mai 1945. Aucun des protagonistes de la tragédie n'en est ressorti indemne. Le commandant Zahn fut convoqué devant une commission d'enquête 5 jours plus tard. S'il ne fut pas blâmé, il ne fut pas non plus totalement innocenté et sa carrière fut terminée. Les actions du capitaine Petersen furent vivement condamnées et il n'a plus jamais commandé de navire. Le capitaine Marinesko, qui aurait pu être un héros de l'Union soviétique, n'a jamais été récompensé. Marinesko fut le commandant de sous-marin russe le plus efficace de la Baltique entre guillemets, coulant par la suite le paquebot General Steuben qui transportait 4000 passagers. Marinesko ne fut jamais gratifié par le haut commandement de ses torpillages. Il passa les 15 années suivantes à se battre pour être reconnu, mais ne réussit qu'à se faire des ennemis, à se faire dégrader et renvoyer du service. La question de savoir si ce naufrage était un acte de guerre légitime ou un crime de guerre fut parfois débattue, en fonction du fait qu'il s'agit ou non d'un navire hôpital. Une enquête menée par un institut allemand montra que le Wilhelm Gustloff était une cible militaire légale parce qu'il était armé et transportait des combattants. Dans ses mémoires publiés en 1959, l'amiral Dönitz estimait que les pertes causées par l'opération Hannibal ne représentaient que 1% de celles des personnes évacuées et considérait cela comme un dernier acte de fierté de la marine allemande. Les soviétiques n'ont pas non plus célébré le naufrage, ni leur commandant de sous-marins. Peu de monde s'intéressa à ces paquebots coulés dans les derniers jours de la guerre et les dizaines de milliers de civils emportés. La guerre se terminait, des millions de personnes avaient déjà péri et le monde découvrait l'horreur des camps de concentration. Pas d'histoire héroïque, pas de sauvetage miraculeux, juste une tragédie parmi tant d'autres.